Bienvenue sur Africable Télévision. Bonne journée à toutes et à tous. Voici les titres de ce journal. L'actualité en Côte d'Ivoire avec le début des élections municipales et régionales. 2 ans après la crise post-électorale, les Ivoiriens retournent aux urnes ce dimanche. Nous serons en direct de Bouaké avec notre correspondant dans le centre du pays dès le début de ce journal. En République centrafricaine, les populations attendent l'arrivée des 2000 soldats de la FOMAC, la mission des pays d'Afrique centrale. Décidé il y a 3 jours en sommet extraordinaire à N'Djamena, le calendrier de ce déploiement reste à définir et la capitale Bangui est toujours en proie au pillage. Mesdames et messieurs, merci de choisir Africable Télévision pour vous informer. C'est sur la Côte d'Ivoire que nous ouvrons ce journal. Début des élections municipales et régionales. 2 ans après la crise post-électorale sanglante, les Ivoiriens retournent aux urnes ce dimanche. Replongeons-nous dans l'ambiance de ce scrutin avec notre correspondant à Bouaké, au centre du pays, où nous retrouvons Bosco. Bonjour Bosco. Oui, bonjour. Quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment dans le centre du pays? Alors, comme vous l'avez dit, ce sont des élections couplées au régional. C'est la toute première fois qu'une élection pareille se déroule en Côte d'Ivoire. Alors, ce qui se passe aujourd'hui à Bouaké, en ce moment même, dans le centre du pays, c'est qu'aux législatives, il y a 5 candidats en lice et au régional, nous en avons 4, dont 2 indépendants. Alors, en ce moment, au lycée classique, l'un des lieux de vote dans lesquels nous nous retrouvons en ce moment, c'est la timidité, il n'y a pas d'affluence. Ce qu'il nous convient de retenir, c'est que pour des renseignements que nous avons pris auprès des populations, bon, certaines personnes ont été préoccupées par les cultes au niveau de certains temples. Et il y a aussi que ces personnes ont, par rapport aux expériences de la présidentielle, on pourrait attendre l'après-midi au risque de faire une petite grue. On pourrait attendre l'après-midi pour accomplir leurs droits civiques. En ce moment, pour le candidat indépendant Guibo Nicolas que nous avons rencontré, lui a prôné l'appel à ce que les élections se passent dans une ambiance conviviale. Et aussi pour sa part, il dit que le choix, ne soit que le choix du peuple est celui de Dieu. Alors, il se pliera au verdict des urnes à partir du soir. Alors, donc, voici un peu de façon ramassée l'ambiance qui provoque dans le centre du pays. Bosco de Paris depuis Bouaké. Merci Bosco. Merci à vous et à tout de suite. Et toujours dans le cadre de ces élections municipales et régionales, je vous propose d'écouter Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne et président du parti Leader. Il nous explique ici pourquoi son parti ne participe pas à ce scrutin. Je vous propose de l'écouter. Leader n'est pas partie prenante parce que ces élections ont lieu complètement en dehors des règles démocratiques. Les Nations Unies ont adopté une résolution, la 2062, qui demandait qu'avant qu'on aille à ces élections, conformément aux engagements des accords de Ouaga, que l'on renouvelle la commission électorale, que l'on renouvelle la liste électorale, que l'on redécoupe les territoires électoraux, que l'on réduise l'insécurité dans le pays et qu'on fasse à la limite même un recensement général de la population. Le gouvernement n'a pas tenu compte de tout cela. Ils disent qu'ils ont des urgences pour aller à ces élections parce que le président aimerait bien donner des places aux membres, aux cadres de son parti qui font pression sur lui. Ils sont nombreux à ne pas être ministres, à ne pas être députés. Ils ont préféré aller à ces élections. Et si vous suivez l'ambiance électorale en Côte d'Ivoire, elle est plutôt électrique. On n'entend que des injures, on n'entend que des menaces. C'est pas une ambiance électorale. Ça fait plus ambiance campagne militaire, campagne guerrière. Nous poursuivons toujours avec le volet politique.
par la signature d'un protocole d'alliance entre les partis URD et UMAM. Les deux formations politiques, à travers une vision commune, ont décidé de s'unir pour le deuxième tour de la présidentielle prochaine. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des présidents des deux partis politiques, Jamil Bitar et Younousi Touré. Le compte-rendu de Mahmoud Kabadiakité et de Daouda Doumbia. Ils sont sortis très nombreux ce samedi après-midi pour sceller l'alliance entre leurs deux partis. L'Union pour la République et la démocratie et l'Union des mouvements et alliances pour le Mali font désormais qu'un à travers la signature de cette plateforme entre les deux formations politiques dans le but de soutenir un candidat unique au deuxième tour de la prochaine présidentielle au Mali. Les deux partis s'engagent à soutenir au second tour de l'élection présidentielle prochaine le candidat issu de l'Alliance, dans tous les cas, le candidat en lice dès le premier tour. Cette alliance peut, à tout moment, se transformer en une fusion entre les deux formations politiques. En cas de victoire à la présidentielle, les deux partis se rencontreront pour déterminer les modalités de gestion commune du pouvoir. Avec cette alliance, les deux partis entendent fédérer leurs forces pour faire face aux défis du moment. Pour Younousi Touré, président URD, cette plateforme d'union est la plus concrète qui va dans le sens de la prise en compte de l'ensemble des préoccupations des populations maliennes. Nous fédérerons nos moyens et nos énergies en vue d'apporter les meilleures réponses aux besoins et aux attentes si nombreux et si variés des populations de notre pays. Les défis sont certes nombreux et multiformes, mais ils ne sont pas hors de notre portée. La préservation de la paix et de la sécurité des régions nord de notre pays, la refondation de notre armée, l'écrasante majorité de notre peuple qui continue de vivre dans la précarité, principalement les jeunes à cause du chômage. Cette cérémonie de signature s'est achevée par des prières pour le repos de l'âme des martyrs, des hommes morts au combat et pour le Mali qui est en train de sortir de l'impasse. Le Cameroun a joué un rôle clé et la France est reconnaissante. Le président Paul Biya a été d'une certaine manière l'artisan de la libération des 7 otages français, de quoi a réchauffé les relations franco-camerounaises. En première ligne, le Cameroun a joué un rôle clé dans la libération des otages français de Boko Haram. C'est d'ailleurs le président Biya qui a depuis Yaoundé le premier annoncé la nouvelle. La famille Moulin-Fournier a été capturée sur le sol camerounais. Yaoundé estimait donc avoir une responsabilité particulière. Dès lors que cette prise d'otage avait terni l'image du Cameroun, l'implication du président se situe au-dessus de ce que les autres auraient pu faire. Les deux présidents d'ailleurs ont bien mentionné que c'est dans la discrétion, c'est dans le secret qu'on opère pour obtenir la libération parce qu'il est question de sauver la vie des otages. À Yaoundé comme à Paris, on se refuse donc à détailler les conditions de cette libération. Pas question de parler d'éventuelles contreparties offertes aux ravisseurs, comme la libération de membres de Boko Haram retenus prisonniers au Nigeria ou au Cameroun. Et officiellement, ni la France ni le Cameroun n'a versé de rançon. Le président Biya avait beaucoup à perdre dans cette affaire. Il va finalement pouvoir tirer profit du dénouement heureux de cette prise d'otage. C'est surtout l'occasion pour lui d'assainir une relation bilatérale franco-camerounaise qui était pour le moins glaciale. Il peut en attendre bien sûr des avantages prosaïques sur le plan économique, budgétaire, commercial, que sais-je, mais à mon sens ce n'est pas l'essentiel. Je crois que ce qu'il espère surtout, c'est qu'enfin on le laisse tranquille. Qu'on ne l'embête plus notamment avec les violations des droits de l'homme dont l'accusent les ONG, ou encore avec l'affaire des biens mal acquis en France. Mais si Yaoundé a pu jouer le premier rôle dans cette libération, c'est que le Nigeria voisin a accepté de s'effacer. Mais au-delà des pressions diplomatiques, je crois qu'il y a eu aussi une retenue de la part des militaires nigérians, précisément parce que parmi les otages, contrairement au précédent cas, il y avait une femme et des enfants. Et c'est ça aussi qui a évité le pire, c'est-à-dire une intervention militaire nigériane qui se serait de toute façon très mal terminée. La stratégie de Paris et de Yaoundé s'est donc révélée payante pour les deux pays.
C'est l'un des titres de cette édition. En République centrafricaine, les populations attendent l'arrivée des 2000 soldats supplémentaires. Le renforcement de la FOMAC, la mission des pays d'Afrique centrale, a été décidé il y a 3 jours, en sommet extraordinaire à N'Djamena. Mais le calendrier de ce déploiement reste à définir. Bangui, la capitale, est toujours en proie au pillage des bandes armées. Ces jeunes centrafricains ont tenté de faire main basse sur des bobines de fils électriques appartenant à la Société nationale d'électricité. Depuis la prise de Bangui par la coalition du Séléka le 24 mars dernier, le nouveau pouvoir n'arrive pas à rétablir l'ordre dans la capitale centrafricaine. Cela fait 1 mois que la ville est soumise aux bandes qui pillent et rackettent la population. Ces violences sont souvent perpétrées par des éléments incontrôlés de l'ancienne rébellion ou d'individus qui se font passer pour eux. C'est des malfrats qui sont entrés au milieu de la Séléka, qui sont en train de faire de n'importe quoi avec le nom de Séléka. Mais ce n'est pas le Séléka qui fait ça. Nous sommes prêts à réagir. Il n'y a pas que les anciens rebelles qui se livrent à ces actions de brigandage. Des milices pro-bosisées et certains jeunes désœuvrés profitent également de l'insécurité et du chaos créés par la chute du régime. C'est toute l'économie du pays, déjà fragile, qui est aujourd'hui plongée dans l'anarchie. Là, il y a le vandalisme, le vol plus ou moins généralisé. Je ne sais pas, mais je serais tenté de dire que ce matériel appartient à l'ENERGA. Le nouvel homme fort centrafricain, Michel Djotodia, incapable de remettre de l'ordre, a demandé l'aide de la France et des pays de la région. Les dirigeants d'Afrique centrale ont promis de porter de 500 à 2000 hommes la force régionale de la FOMAC, mais sans fixer de date pour le déploiement de ces renforts. Ça fait plusieurs jours que les images que vous allez voir provoquent l'indignation en Afrique du Sud. Une femme d'une 40aine d'années violemment battue par des agents de la sécurité d'un supermarché. Regardez. Une vidéo qui fait frémir, postée hier sur le site d'un journal sud-africain. Une femme battue au maillet et à la ceinture par 2 gardes de supermarché qui la soupçonnent de vol à l'étalage. La scène a été filmée dans le Limpopo en octobre dernier par une femme hilar. Réprobation générale dans les rues de Johannesburg et questionnement de la société sur elle-même. C'est insoutenable et la vindicte populaire est largement due au fait que les gens ne croient plus en la police ni aux gardes. Cette scène montre notre décadence morale et l'amenuisement de nos valeurs. Je n'aurais pas pardonné à ces types, ils méritent d'être punis. Même la femme qui filme, elle doit être punie. La police a annoncé l'arrestation de 5 suspects. La victime s'appelle Esther. Elle est âgée de 49 ans. Elle dit avoir honte de savoir que la vidéo a été vue par ses enfants et sa famille. Au lendemain du séisme qui a ébranlé la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine, les autorités confirment la mort de près de 180 personnes, 2000 autres seraient blessés. Une course contre la montre s'est engagée pour tenter de retrouver des survivants. Des recherches compliquées en raison des dégâts, mais malgré cela, on assiste parfois à de vrais miracles. Autour de l'épicentre du séisme, les sauveteurs sont à pied d'œuvre. Près de 30 000 hommes mobilisés pour extraire les habitants des décombres et parfois même des bébés qui survivent miraculeusement. Il leur faut agir vite. Des risques de glissement de terrain ont été signalés par l'agence de météorologie chinoise. Le jour même de la catastrophe, le Premier ministre Li Keqiang a survolé les zones dévastées. Près de 10 000 maisons sont détruites. Puis il est venu dire son soutien aux équipes de secours qui travaillent avec l'aide de l'armée et de la police. Ce dimanche, il est toujours sur place pour superviser les opérations. Nous devons faire des recherches en utilisant les dernières technologies, comme des détecteurs de signes de vie. Nous devons sauver chaque vie qui peut l'être, c'est notre priorité. Pour s'occuper des blessés, la région manque cruellement d'abris et de matériel. Alors l'aide s'organise, des tentes sont envoyées de partout dans le pays. Ce dimanche à Yann, un flux incessant d'ambulances et de pompiers continuait d'arriver sur place. La plupart des blessés sont installés dans des tentes autour de l'hôpital. Comme Chen, ce fermier de 37 ans a déjà vécu plusieurs tremblements de terre. J'ai eu peur, je n'avais jamais vu un tremblement de terre aussi fort avant. En 2008, les immeubles n'étaient pas aussi détruits par le tremblement de terre. Ma maison n'avait pas été touchée. Cette fois-ci, ma maison s'est complètement effondrée.
Il y a 5 ans, le Sichuan avait déjà été touché par un séisme dévastateur, tuant des dizaines de milliers de personnes. Ce tremblement de terre de 2008 avait laissé 5 millions de personnes sans abri. On en vient à présent à l'enquête sur les attentats de Boston avant de refermer cette édition. Aux États-Unis, beaucoup de questions se posent sur le parcours des frères Tsarnaev. Qui sont-ils et quel est leur parcours? Justement, y avait-il des éléments qui pouvaient laisser penser qu'un jour, ces jeunes qui ont grandi sur le territoire américain pouvaient provoquer de tels actes? Dzhokhar et Tamerlan Tsarnaev, deux frères au profil différent. Âgé de 19 ans, Dzhokhar a souvent été décrit par son entourage comme travailleur et gentil, apparemment entouré d'amis. Contrairement à son frère Tamerlan, de 7 ans son aîné, décrit comme asocial, ayant du mal à s'intégrer dans la société américaine. Les messages déposés sur le site internet YouTube montrent l'intérêt croissant de Tamerlan pour l'islam radical et les troubles qui secouent la Tchétchénie. Ses amis et sa famille déclarent qu'il avait une très forte influence sur son frère cadet Dzhokhar. Mais ont-ils agi seuls? Jusqu'à présent, il n'y a pas de lien vers des groupes terroristes tchétchènes. Selon les experts, le parcours des deux frères relaté sur Internet ainsi que les vidéos regardées suggèrent l'autoradicalisation. Un manuel d'Al-Qaïda existe sur Internet sur la façon de fabriquer une cocotte minute piégée, comme celle utilisée au marathon de Boston. Mais malgré les liens avec l'extrémisme religieux, les experts estiment que la radicalisation trouve son origine dans un motif personnel. Tamerlan a été interrogé par le FBI en 2011 à la demande d'un gouvernement étranger. Selon un communiqué officiel du FBI, le gouvernement étranger en question, vraisemblablement la Russie, affirmait que le jeune homme avait des liens avec des milieux extrémistes, mais aucune preuve n'a été apportée. Leur mère est convaincue qu'ils ont été piégés. Il était contrôlé par le FBI pendant 3 à 5 ans. Il savait ce que mon fils faisait. Il savait quel site internet il consultait. La police et le FBI continuent d'enquêter sur les motivations des deux frères. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Africa Télévision.